Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on se retrouve pour parler sport mécanique, pour parler Moto 2, pour faire le débrief, les top et flops du Grand Prix Moto 2 de Losail, c'était au Qatar. J'ai vu que je suis pas le seul, hein. J'ai vu, je regarde un petit peu la concurrence, enfin je regarde, j'ai pas eu le temps, j'ai pas vu la vidéo. J'ai vu que 100% GP avait fait également un débrief du Grand Prix avant moi, mais ce qui fait qu'il n'a pas eu l'information qui est tombée ce matin. C'est pour ça que je fais rarement, j'aime pas faire les débriefs le soir même, des fois je suis obligé parce que c'est un problème de timing et j'aime bien les faire le lendemain parce qu'il y a souvent des informations qui tombent pendant la nuit ou le lendemain de la course et ça permet de comprendre certaines choses un peu mieux, je trouve, et d'analyser certaines performances un peu mieux que juste à chaud comme ça derrière. Donc c'est pour ça que j'aime bien les faire les lendemains. Des fois c'est pas possible parce qu'il y a tellement j'ai un programme qui est tellement chargé que entre le cyclisme, voilà, tout ça c'est un peu compliqué. Donc j'ai vu qu'il avait fait un débrief des courses Moto 2, Moto 3. Enfin, je sais pas s'il va le faire sur toute la saison parce qu'il faut savoir que lui, il regarde. Déjà, il a une chaîne spécialisée que dans moto, ce qui n'est pas mon cas. Je suis pas spécialisé que dans un sport. Je suis même pas spécialisé que dans le sport parce que je fais des vidéos autres aussi de temps en temps. Mais je sais pas s'il va le faire sur toute la saison. Moi, je vous le dis, il y aura les débriefs Moto 2, Moto 3 de chaque week-end. Par contre, je ferai qu'une vidéo. Lui, il fait des vidéos après chaque séance. Moi, j'ai pas le temps de le faire très clairement après chaque séance. Donc, et puis en plus, si c'est pour que ça arrive le lendemain avec ma connexion internet, c'est, je pense, pas intéressant. Bon, après cette digression de début de vidéo, ce qui fait qu'il y a la moitié des gens qui se sont barrés. On va commencer par ces top et flop. L'information, oui, donc de la nuit, c'est que du côté de Dunlop, le pneu avant était pas top sur ce Grand Prix et c'est pour ça qu'on a vu des performances un peu particulières avec des pilotes qui ont eu une fin de Grand Prix difficile, tout simplement parce que Dunlop nous a fait un petit peu une Pirelli en Formule 1, c'est-à-dire que le pneu avait du blistering, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français du cloquage, c'est-à-dire le pneu qui fait des cloques. Et en moto, ça a une conséquence sur cette piste, c'est que le pneu perdait d'énormes bouts de gomme pendant tout le Grand Prix. Donc ça veut dire qu'il y a d'énormes bouts de gomme qui se sont séparés de certains pneus, et d'où les performances assez bizarres en course de pilotes qui ont complètement une fin de course catastrophique. On reparlera par exemple dans les flops de Marini et de Martin, Rory Martin. C'est dû à ce problème certainement de cloquage, même si du côté du team d'Aki Ayo, on a eu un pilote performant, un pilote qui a été en difficulté. Par contre, du côté de Marini, Bezzecchi également a eu un Grand Prix compliqué dans l'équipe. Mais voilà, il y a eu des soucis de pneus parce que Dunlop a importé un nouveau pneu qui est plus large. C'est une taille au-dessus, hein, en termes de largeur. Voilà, c'est comme le pneu arrière. Qu'ils avaient apporté à RRS l'année dernière, bien là ils ont apporté un nouveau type de pneu qui est un peu plus large, qui est fabriqué à Montluçon. Pour ceux qui veulent savoir, il y a une usine Dunlop à l'entrée de Montluçon, et surtout le pneu est plus large, c'est ce qui permet d'apporter un meilleur grip tout simplement, et d'où l'amélioration des chronos pendant tout le week-end avec un excellent Joey Roberts. Mais on commence tout de suite avec le flop, enfin avec les tops et les flops, et on commence avec les tops plutôt avec notre ami Nagashima, Tetsuta Nagashima. Quelle course de Nagashima, quelle fin de course surtout. Lui qui avait tellement de mal l'année dernière dans l'équipe avec Rémi Garner, Stop and Go, voilà, l'équipe Moto 2, il avait tellement de mal en fin de course. Moi je me souviens de fin de Grand Prix où Nagashima, tu le voyais au bout de 6-7 tours de course, mais il était vraiment avec des pneus dans un sale état, la moto bougeait dans tous les sens. Il avait beaucoup de mal en rythme de course l'année dernière, Nagashima, fait qu'il n'avait jamais vraiment menacé Rémi Gardner. Et quand j'ai entendu l'année dernière que Aki Ajo recrutait Nagashima, je me suis dit, il est quand même sûr de son coup, Aki Ajo, parce que j'avais pas senti le pilote japonais futur champion du monde, potentiellement. Et là, il nous a fait une course de champion du monde. Il nous a fait une course de pilote qui, en début de course, regarde un peu ses adversaires. En Moto 2, c'est un circuit comme Losail, on sait que l'aspiration joue énormément, donc il a regardé pas mal ses adversaires. Et puis, quand il a fallu accélérer, quand il a eu envie d'accélérer le rythme, sur les 5-6 derniers tours, il s'est envolé à une vitesse, et personne n'a été capable d'aller le chercher, hein. Mais c'est vraiment incroyable comment il a fini, et il a fait des très bons chronos en fin de course parce qu'il a également le meilleur tour en course. C'est ce que je regardais là, Nagashima, mais vraiment en fin de Grand Prix c'était impossible d'aller le chercher. Il gagne avec 1,3 seconde d'avance, qui même en Moto 2 est quand même un écart
assez important. Baldassarri l'année dernière n'avait pas gagné avec autant d'avance, pour ceux qui s'en souviennent. Mais ouais, impressionné par Nagashima, parce que c'est un peu un pilote qui vient de, je dirais pas de nulle part, mais presque. C'est un pilote qui a pas fait de Moto 3, donc c'est sa première victoire en Grand Prix. C'était un peu le week-end des premières fois sur cette piste. Mais moi, j'avais pas senti vraiment un potentiel énorme. Mais quand tu regardes ses résultats dans toutes les séances, à part en EL1 où il est 11e, mais il est 11e à 3 dixièmes, donc c'est rien en termes d'écart. EL2, 4e à 5 dixièmes. EL3, 5e à 251 millième. Qualif, c'est quasiment le seul moment où il se rate parce qu'il part 14e à 0,6 et warm-up et course, il est devant. Donc ouais, bon week-end qui continue comme ça Nagashima. Après on va voir parce que les pilotes qui s'imposent normalement sur cette première course à Losail sont rarement les pilotes qui sont champions du monde, que ça soit en Moto 3 et en Moto 2, parce qu'il y a une année où Alexis Masbou avait fait une très belle course en Moto 3 et c'est pas pour ça qu'Alexis Masbou est devenu champion du monde de la catégorie. Donc faut toujours se méfier, mais c'est toujours mieux de commencer avec 25 points et Nagashima il est quand même dans l'équipe d'Akiajo qui roule avec des Cales mais qui est sponsorisé par KTM, c'est assez drôle. Et on verra comment ça va continuer dans la saison. Mais je rappelle qu'Akiajo avec le châssis Calex, il a eu 2 titres de champion du monde, c'était un certain Johan Zarco. J'ai bien dit avec le J, parce qu'à chaque fois on me reproche de dire Johan Zarco, mais c'est pas de ma faute, je sais que c'est un J. Mais voilà, j'ai un problème avec les J et les Y. On continue avec Lorenzo Baldassarri. Lorenzo, il finit 2e, 1 seconde 3, malgré un week-end qui est pas mauvais en soi jusqu'au dimanche, mais qui est pas dingue non plus. C'est-à-dire qu'il avait pas un rythme exceptionnel en qualif. Mais après, Baldassarri, ça fait partie, un peu comme John McPhee en Moto 3. Je viens de faire le débrief Moto 3, donc je peux vous parler de John McPhee. Ce sont des raceurs, ce sont des pilotes du dimanche. C'est-à-dire c'est du pilote Baldassarri également du samedi après-midi. C'est un pilote qui sort vraiment, qui sort les tripes quand il faut, quoi. Alors, ce qu'on peut lui reprocher, parce que c'est vrai qu'il faut être performant pour moi sur tout un week-end, surtout quand on doit travailler sur des réglages et ce genre de choses. C'est vrai que c'est un pilote qui n'aime pas les essais. C'est très clair. Quand en première séance, on finit 17e, qu'en séance 2, on finit 13e, et qu'on finit 2e en course à 1 seconde 3 du vainqueur, tu sens que c'est un pilote qui n'aime pas les essais. Il est 18e en EL3, il est 13e au warm-up. Et à chaque fois, entre 6 et 8 dixièmes de retard. Et en qualif, déjà, il n'y a plus que 5 dixièmes de retard. Et en course, il finit 2e en ayant de très très bons chronos. Également un très très bon rythme, parce que Baldassarri, il a fait quand même quelques erreurs, parce qu'il a été en bagarre dans le peloton. Il s'est un peu accroché avec Bastianini, il a perdu pas mal de temps avec Bastianini. Avec un autre pilote aussi, avec Luca Marini, il a perdu du temps. Et je ne sais pas si c'est pas avec Aaron Canet, qui a fait une très bonne course, le rookie. J'en ai pas parlé dans mes tops, mais j'aurais pu le mettre dans mes tops, mais il a fait une très très bonne course à Ron Canet, contrairement à Della Porta. Et Baldassarri, il a perdu du temps, et malgré ça, il finit à 1 seconde 3, et il a le 2e meilleur tour en course, juste derrière Nagashima. Par contre, quand Nagashima a décidé de hausser le rythme, lui, il n'a pas pu suivre, mais c'est quand même un très très bon Grand Prix, et puis ça montre, contrairement à Kaito Toba, par exemple, en Moto 3, qui n'a pas réussi à rééditer la même performance que l'année d'avant, lui s'était imposé l'année dernière sur cette piste. Il s'était imposé sur 3 des 4 premières courses de la saison après de s'écrouler quand le nouveau pneu arrière de Dunlop est arrivé. Mais là, avec le nouveau pneu, il a réussi à faire une très très bonne course. Il a peut-être compris enfin comment marchait ce nouveau pneu arrière. On sait qu'il est quand même dans une équipe, le Team Ponce, qui est quand même pas n'importe quelle formation. Et c'est vrai qu'on attend de lui qu'il soit devant maintenant dans les Grands Prix à venir et qu'il joue la gagne pour le titre, parce que Baldassarri, c'est là où on l'attend. Il a décidé de s'échapper de l'académie Valentino Rossi, donc c'est pas pour finir 15e d'un championnat. Si tu prends cette décision, ce qui est une décision forte, c'est que tu as envie de t'émanciper, mais aussi de montrer à tout le monde que tu es capable de t'imposer seul. On finit avec le 3e pilote au top, qui est un pilote un peu surprise là aussi. C'est Joey Roberts dans l'American Team avec les Calex. Lui qui roulait l'année dernière sur la KTM, il avait pris 4 points au championnat. Je crois que son meilleur résultat, c'est une 14e place. Joey Roberts. Et bien là, 4e. Et puis, quel week-end, Joey Roberts. Record du tour en EL2.
pole position seul. Ce qui est très fort, c'est qu'il a fait tous ses meilleurs chronos en EL2. Pendant tout le week-end, il a roulé seul, Joey Roberts, ce qui est quand même pas n'importe quoi. Et surtout, il domine son équipier qui est Marcos Ramirez, mais qui vient de la Moto 3. Marcos Ramirez, c'était le coéquipier de Baldassarri chez Léopard. Mais quelle saison, quel début de saison déjà de Joey Roberts. Lui qui est maintenant accompagné de John Hopkins, pilote chez Kawasaki à une époque en Grand Prix. John Hopkins, c'est la métamorphosée. Alors après, moi, j'ai lu une interview qui était sur le site Paddock Grand Prix. Je pense que c'était une traduction d'une interview américaine, parce que Paddock Grand Prix était à Losail. Mais où John Hopkins disait Joey Roberts, il manque pas de talent. Il manquait pas de talent l'année dernière. Le problème, c'est qu'il manque énormément de confiance. Et moi, mon objectif, c'est de le métamorphoser et de le transformer, on va dire, en champion du monde. C'est vrai que les champions du monde, ils ont du talent naturel de pilotage, certes. Ce sont des gros bosseurs, certes. Mais mentalement, ce sont des tueurs. Dans les sports mécaniques, que ce soit Hamilton, que ce soit Valentino Rossi, que ce soit Marc Marquez, que ce soit Fabio Quartararo, dans leur tête, ce sont des tueurs. C'est des mecs qui veulent défoncer tout le monde. C'est pas des gentils. Un pilote, de toute façon, un mec en sport mécanique, c'est rarement des gentils. Et Joey Roberts, c'était peut-être un peu trop un gentil, en fait. Et l'objectif, c'est de le transformer en champion du monde. Et c'est l'objectif qu'a John Hopkins. Et pour l'instant, il fait du très très bon boulot parce que c'est le seul avec Bastianini. Je regardais des pilotes qui se sont plutôt bien qualifiés, c'est-à-dire sur les 2 premières lignes, qui a réussi une bonne course. Parce que Marini s'est écroulé, et il y en a plein d'autres comme ça qui se sont écroulés pendant le Grand Prix, alors à cause du pneu Dunlop, mais lui il avait en plus pris un pneu, il n'avait pas pris le pneu le plus tendre de la gamme, Joey Roberts, il a pris le pneu médium. En pneu avant, il fait partie des rares qui ont pris des pneus médium avec Augusto Fernandez qui a fait une très mauvaise course, un très mauvais week-end, mais je ne l'ai pas mis dans mes flops. J'aurais pu le mettre dans mes flops, Augusto Fernandez, et je ne sais plus qui était le 3e pilote, mais qui n'a pas fait un bon Grand Prix. Je ne sais pas si c'est pas Fabio Di Gianantonio. Non, je suis pas sûr. Je sais plus. Il y a un autre pilote qui a pris également le pneu médium et pas le pneu de tour. Mais avec un pneu qui normalement n'était pas conçu pour ces conditions de course qui s'était rafraîchi, il a quand même très bien tenu. Et il finit 4e et avec plutôt un bon rythme, un rythme constant pendant tout le Grand Prix. Donc voilà, très bon Grand Prix. Moi j'avais des doutes sur Joey Roberts, je peux vous dire. Je vois, vendredi, j'ai regardé les essais libres 2 en direct. Je vois qu'il fait les bons essais libres 2. Je vois qu'il fait également une bonne qualif, parce que les qualifs, je les ai vus également en direct. Mais je me disais, il a couru pendant tout le Grand Prix devant. J'étais quasiment sûr qu'il allait faire un départ moyen, ce qui a été le cas. Et je me suis dit, quand il sera en peloton, est-ce qu'il arrivera à s'en sortir? Ou est-ce qu'il ne va pas tomber ou être en difficulté parce qu'il a mis sa voiture, il a mis sa moto, il a réglé sa moto pour qu'elle fonctionne sans moto devant lui, sans phénomène d'aspiration et tout ça. Et pourtant, la moto marchait très très fort. C'est l'un de ceux qui avait la meilleure vitesse de pointe, Joey Roberts. Donc, comme quoi, il sait très bien régler une moto. Et je pense qu'il va faire une très très bonne saison. Enfin, je vais le suivre sur le reste de la saison, s'il y a un reste de saison, parce qu'avec le coronavirus, c'est pas sûr cette affaire-là. On va passer au flop désormais, après 13 bonnes 12 minutes de vidéo là, je pense. Et on va passer à Luca Marini. Jusqu'à maintenant tout allait bien et puis il y a eu le Grand Prix. Alors déjà en warm-up on pouvait sentir qu'il y avait un souci parce qu'il n'est que 15e au warm-up. Donc je sais pas si c'est parce qu'il a testé le pneu le plus dur qu'il a senti que ça marcherait pas. Mais donc il est parti avec l'option soft de Dunlop et ça a été compliqué. Ça a été extrêmement compliqué pour Marini qui a eu à peu près la même course que Jorge Martin mais à des moments différents. Il a un très bon début de Grand Prix, il fait un très bon départ. Vers la mi-course, il s'échappe. Alors, il a même un moment, une seconde 2 d'avance. Et puis après, il y a Baldassarri qui revient sur lui avec Joey Roberts. Enfin, Joey Roberts au départ, il est 2e et revient sur lui avec Baldassarri et Bastianini. Alors que pourtant, ces trois-là se bagarraient comme des morts de faim. Et ensuite, il dégringole dans le classement. Jusqu'à chuter dans le dernier tour avec l'aide de Jack Dixon qui l'a bien aidé pour le faire tomber mais de toute façon il n'aurait pris qu'un point.
au final. Donc voilà, entre 1.0. Par contre, j'ai pas eu l'information, j'ai regardé sur ma page sur Google Actu, j'ai pas vu si il était blessé parce qu'il a mis beaucoup de temps à se relever, je trouve. Puis il se touchait un peu le bras, donc voilà, c'est des images qu'on n'aime pas trop voir. Donc voir s'il n'est pas blessé. De toute façon, là l'avantage c'est qu'avec le fait qu'on ait reporté le Grand Prix de Thaïlande, c'est que vous avez un bon mois pour vous remettre d'aplomb, et encore si les prochains Grands Prix ne sont pas annulés. On va passer donc à Jorge Martin, c'est un peu le même phénomène. Dans les deux cas, comme Marini, un warm-up très mauvais. Donc lui, il est 18ème du warm-up, alors pendant tout le week-end, il était plutôt dans le top 10, ou à la porte du top 10. Voilà, ça aussi, ça dénote que le pneu de course, il avait du mal à avoir un bon rythme avec les pneus de course. Et bah derrière en course, il a chuté. La chute de performance est arrivée encore plus tôt chez Jorge Martin, qui a un pilotage, on sait, qui est très agressif, parce que la KTM l'année dernière, il fallait la bousculer un petit peu pour qu'elle fonctionne bien. Et c'est vrai que là, il finit 20ème, et puis la fin de Grand Prix, pour lui, il a plus du tout de rythme. Il s'est fait dépasser par un bouléga, par Hector Garzo également. Ils sont quand même pas des top pilotes. Même si Hector Garzo est dans une très très bonne équipe, vu qu'il a récupéré la moto d'Augusto Fernandez, mais c'est vrai que ça a été quand même extrêmement compliqué sa fin de course pour lui. Et il n'y avait pas d'explication. Encore moins chez Jorge Martin, parce que Luca Marini, Bezzecchi a eu les mêmes problèmes de cloquage. Mais que d'un côté Nagashima fasse une fin de course exceptionnelle et que Martin, lui, fasse une fin de course catastrophique alors qu'ils sont dans la même équipe, ça semble surprenant. Mais peut-être qu'ils ont quand même des réglages très différents entre les deux pilotes. Et puis on continue, on va finir avec Siafrin. Bon, Siafrin, il a le syndrome du pilote MotoGP qui redescend en Moto2, qui est le syndrome Sam Lowe's, c'est-à-dire du pilote qui n'arrive pas du tout à s'en sortir en Moto2. Premier Grand Prix catastrophique, 19ème. J'ai envie de dire, 19ème pour Siafrin, c'était un peu la moyenne de ses résultats sur la dernière saison en Moto Grand Prix. Donc ça a été son meilleur résultat, 19ème. Non, parce je sais même pas s'il a chopé de points l'année dernière, ou il a dû choper un point ou deux, mais vraiment quand il y avait des Grands Prix, il y avait beaucoup d'abandon. Qualif assez moyenne également, et tu sens qu'il n'est pas hyper à l'aise avec la moto. Lorenzo Dalla Porta, j'en ai pas parlé, mais il finit 24ème. Je n'ai pas parlé d'Augusto Fernandez, qui a aussi abandonné très tôt le Grand Prix, mais qui a eu un week-end extrêmement compliqué. Le pilote espagnol qui a décidé de changer d'équipe pour rejoindre Sam Lowe's et pour prendre la moto d'Alex Marquez, alors qu'il avait une très très bonne moto dans le Team Pons. Donc c'est assez étonnant quand tu es déjà dans une très très bonne équipe d'aller dans l'équipe championne du monde alors que tu es déjà dans l'équipe qui est juste derrière, on va dire, en termes de hiérarchie. Assez étonnant. Et puis donc on passe à Tom Luthi. Tom Luthi, j'ai lu une interview également de lui sur Paddock Grand Prix. J'étais sur le site. Je vais sur beaucoup de sites, mais là, cette semaine, c'est Paddock Grand Prix, la promotion du site. Je ne suis pas sponsorisé par Paddock Grand Prix. Paddock GP même. Pas de Paddock Grand Prix, c'est Paddock GP. Ça a été compliqué pour Tom Luthi parce que en EL1, il est de tout devant les autres pilotes. Donc ça veut dire que la moto marchait très bien dans des conditions chaudes. Par contre, dès l'EL2, il y a deux chutes où tu sens que la première chute, elle est assez bizarre parce que c'est un endroit du circuit où on tombe assez rarement. Et il perd une demi-heure, il repart. Au bout de 2 minutes, paf, il s'élance pour son premier tour, paf, de nouveau une chute dans un virage là où c'est un peu plus habituel d'avoir des chutes. C'est le virage qu'a adoré Johan Zarco l'année dernière. Johan, c'est ce fameux virage numéro 2, ce gauche, où l'entrée est toujours un peu compliquée, surtout s'il y a un peu de vent. Mais encore une fois, ce week-end, en plus, on a eu du pot, il y a eu peu de vent. Et Tom Luthi, après, derrière, donc deux chutes dans cette séance 2, il finit 26ème, et puis derrière, de toute façon, il qualifie 18ème, enfin, il n'a pas eu un bon rythme. Et en course, il a limité la casse. Mais j'ai lu une interview où il disait que il avait un très bon rythme, et puis depuis qu'il est là sur ce circuit, même en essai de pré-saison, il n'y a rien qui va. Il se met très vite en marche, mais il disait qu'il n'arrive pas du tout à avoir un rythme constant pendant 10 tours, par exemple. C'est-à-dire qu'il a une mise en route très rapide, puis derrière,
paf, ça déconne, et il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi ça veut pas marcher en fait avec la moto. Et pour l'instant, il n'a pas trouvé les solutions, et le team d'Inavolt n'a pas trouvé les solutions non plus. Donc il a limité la casse avec une 10e place, parce que là je parle de Tom Luthi, mais Marcel Schroeter n'a pas fait un week-end bien meilleur en qualification. Il est très très loin aussi, Marcel Schroeter. Alors c'est un pilote qui avait fait la pole l'année dernière. Donc là aussi, assez incompréhensible le week-end. Les 2 pilotes d'Inavolt, et je pense que chez d'Inavolt, connaissant un petit peu l'équipe, où on aime un petit peu l'excellence, ça va pas faire plaisir au directeur de cette équipe, de ce team. Bon, nous, on se retrouve pour la Moto 2, la Moto 3, peut-être au Grand Prix des États-Unis, peut-être plus tard dans la saison. Dès qu'il y aura une course, de toute façon, je ferai les débriefs, même si ça arrive dans longtemps. Et puis surtout on se retrouve, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner également, à mettre la petite cloche si vous voulez. Je vous engage pas à mettre la petite cloche, et si vous avez vraiment envie de savoir quand les nouvelles vidéos sortent, parce que moi c'est vrai qu'elles sortent de manière totalement aléatoire au niveau des horaires. Mais voilà, je vous engage pas, je vous oblige pas à le faire. Surtout, on se retrouve donc pour la moto, certes, pour le cyclisme également, parce qu'il y a beaucoup de choses, et puis peut-être pour d'autres choses également sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.